Imaginez quelque chose avec moi. Fermez les yeux un instant et placez-vous dans le vide le plus profond, le plus sombre et le plus silencieux que vous puissiez concevoir. Vous flottez dans l'espace interstellaire, à des années-lumière de la moindre étoile, de la moindre planète, du moindre grain de poussière cosmique. Autour de vous, il n'y a rien, absolument rien. Pas d'air, pas de molécules, pas de vent, pas de température perceptible, pas de sol sous vos pieds, pas de ciel au-dessus de votre tête. Juste le néant, le vide absolu. Et dans ce vide, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une étoile, située à quelques années-lumière de votre position, explose. C'est une supernova, l'un des événements les plus violents, les plus cataclysmiques et les plus énergétiques de tout l'univers observable. L'énergie libérée en quelques secondes par cette explosion dépasse celle que notre Soleil produira durant toute son existence de 10 milliards d'années. C'est une violence cosmique d'une ampleur inimaginable. Et pourtant, depuis votre position dans le vide, vous voyez cette explosion. Vous la voyez. La lumière, les photons, ces minuscules paquets d'énergie électromagnétique traversent le vide interstellaire et atteignent vos yeux. Vous percevez l'éclat aveuglant, les couleurs, la fureur lumineuse de cet événement titanesque. Mais vous n'entendez rien, absolument rien. Le silence le plus total, le plus profond, le plus absolu que l'on puisse concevoir. L'explosion la plus puissante de l'univers, et pas un seul son ne vous parvient. Pas un grondement, pas un fracas, pas un murmure, rien. Le silence. Et cette simple observation, cette constatation apparemment banale, contient en elle l'une des vérités les plus profondes et les plus fondamentales de toute la physique. Pourquoi la lumière peut-elle traverser le vide de l'espace, mais pas le son? Pourquoi les photons voyagent-ils librement à travers des milliards d'années-lumière, de néant absolu, tandis que le son, cette chose si familière, si quotidienne, si simple qu'un nouveau-né peut le produire en pleurant, est complètement, irrémédiablement, fondamentalement incapable de parcourir ne serait-ce qu'un seul centimètre dans le vide spatial? Cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, nous emmène dans un voyage extraordinaire à travers les fondements mêmes de la réalité. Elle nous oblige à comprendre la nature profonde de la matière, de l'énergie, des ondes, des champs quantiques, de l'espace-temps lui-même. Elle nous conduit des philosophes de l'Antiquité grecque jusqu'aux physiciens quantiques du XXIe siècle, des premières expériences rudimentaires, avec des cloches sous vide jusqu'aux télescopes les plus sophistiqués jamais construits, des équations de Maxwell aux mystères insondables de la mécanique quantique. Et au bout de ce voyage, nous ne comprendrons pas seulement pourquoi le son ne peut pas traverser l'espace. Nous comprendrons quelque chose de bien plus profond sur la nature même de l'univers dans lequel nous existons. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette question, laissez-moi vous partager quelques faits qui vont, je l'espère, éveiller en vous une curiosité irrésistible. Le Soleil, cette étoile massive qui éclaire nos journées et rend la vie possible sur Terre, est en réalité un objet incroyablement bruyant. Si le son pouvait voyager à travers le vide de l'espace, le rugissement du Soleil atteindrait la Terre avec une intensité d'environ 125 décibels. Pour mettre cela en perspective, c'est l'équivalent de se tenir juste à côté d'un moteur de jet en pleine poussée. 125 décibels en permanence, jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Vous ne pourriez jamais dormir, jamais avoir une conversation, jamais entendre de la musique. Le grondement constant et assourdissant de notre étoile
noyerait tous les autres sons de la terre. Mais vous n'entendez rien. Pas un murmure solaire ne vous parvient. Et la raison en est qu'entre le Soleil et la Terre, il y a 150 millions de kilomètres de vide spatial et le son est absolument impuissant face à ce vide. Voici un autre fait stupéfiant. En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, des photons créés lors du Big Bang il y a 13 milliards 800 millions d'années sont encore en train de voyager à travers l'univers. Ces photons, qui constituent ce que nous appelons le fond diffus cosmologique, sont les plus anciens messagers de lumière de l'univers. Ils ont été émis quand l'univers n'avait que 380 000 ans, quand il était encore un plasma brûlant et opaque. Et depuis ce moment, ces photons voyagent, traversant le vide cosmique sans jamais s'arrêter, sans jamais ralentir, sans jamais avoir besoin de quoi que ce soit pour les porter. Ils sont là, partout autour de nous, remplissant chaque centimètre cube de l'espace, témoins silencieux de la naissance de l'univers. 13 milliards 800 millions d'années de voyage ininterrompus à travers le néant. C'est la puissance extraordinaire des photons. Et encore un fait qui devrait vous faire réfléchir profondément. Un photon créé au cœur du Soleil dans les profondeurs de sa fournaise nucléaire, où la température atteint 15 millions de degrés, met environ 100 000 ans pour atteindre la surface du Soleil. 100 000 ans de rebond, de collision, d'absorption et de réémission dans la matière dense du Soleil. Mais une fois qu'il atteint la surface et qu'il est libre dans le vide de l'espace, ce même photon ne met que 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre. 100 000 ans pour traverser le Soleil, 8 minutes pour traverser l'espace. La matière est un obstacle, un labyrinthe, un piège pour les photons. Le vide est une autoroute parfaite, sans friction, sans résistance, sans obstacle. Et maintenant, voici peut-être le fait le plus surprenant de tous. Contrairement à ce que vous pourriez penser, il existe des endroits dans l'espace où le son peut effectivement se propager. En 2022, la NASA a publié l'audio d'un trou noir situé au centre de l'amas de galaxies de Persée. Ce trou noir est entouré d'immenses nuages de gaz chaud, de plasma et des ondes de pression, essentiellement des ondes sonores, se propagent à travers ce gaz. Le son de ce trou noir vibre à une fréquence d'environ 57 octaves, en dessous du dos central, bien trop grave pour l'oreille humaine. La NASA a transposé ces données dans la gamme audible, et le résultat est un son grave, inquiétant, presque hypnotique. Mais attention, ce n'est pas du son voyageant à travers le vide, c'est du son voyageant à travers la matière, le gaz intergalactique qui entoure le trou noir. Là où il y a de la matière, le son peut exister. Là où il n'y en a pas, le silence règne en maître absolu. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avant que nous plongions dans les profondeurs de la physique, avant que nous décortiquions la nature même de la lumière et du son, prenez un instant et réfléchissez. Pourquoi pensez-vous que la lumière peut traverser le vide, mais pas le son? Quelle est votre intuition? Quelle est votre hypothèse? Notez-la dans les commentaires ci-dessous et voyons combien d'entre vous approchent de la vérité. Et si vous êtes le genre de personne qui aime explorer les mystères les plus profonds de l'univers, si la curiosité scientifique est quelque chose qui vous anime, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, parce que ce que nous faisons ici, c'est transformer les questions les plus fondamentales de l'existence en aventures
intellectuelle, passionnante. Et maintenant, commençons notre voyage. Pour comprendre pourquoi les photons peuvent traverser le vide de l'espace, mais pas le son, nous devons d'abord comprendre ce qu'est véritablement le son. Et je vous préviens, même si vous pensez savoir ce qu'est le son, ce que vous allez découvrir va probablement transformer votre compréhension. Le son. Nous vivons immergés dans le son depuis le moment de notre naissance jusqu'au dernier souffle de notre existence. Le battement du cœur de notre mère est probablement le premier son que nous ayons jamais perçu, transmis à travers le liquide amniotique bien avant notre naissance. Les voix de nos proches, la musique, le chant des oiseaux, le grondement du tonnerre, le murmure du vent dans les feuilles, le fracas des vagues sur le rivage, tout cela constitue la bande-son de notre existence terrestre. Le son est si omniprésent, si familier, si naturel que nous y pensons rarement. Il est simplement là. Mais qu'est-ce que le son, véritablement, dans sa nature la plus fondamentale? Voici la première révélation qui pourrait vous surprendre. Le son n'est pas une chose. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une substance, ce n'est pas une entité qui se déplace d'un point à un autre comme une balle de tennis ou une flèche. Le son est un événement. C'est un phénomène, une perturbation, un transfert d'énergie à travers un milieu matériel. Le son est ce qui se passe quand de la matière vibre. Plus précisément, le son est une onde mécanique, une perturbation qui se propage de proche en proche à travers un milieu composé de particules matérielles, qu'il s'agisse de molécules de gaz, de molécules d'eau ou d'atomes dans un solide. Pour comprendre cela de manière intuitive, pensez à la vague que font les spectateurs dans un stade. Vous avez déjà vu cela, n'est-ce pas? Des milliers de personnes assises dans les gradins. Et soudain, une vague se met à circuler autour du stade. Les gens se lèvent et se rassoient les uns après les autres, créant une ondulation visuelle qui fait le tour complet du stade. Mais voici la question cruciale. Est-ce que les gens se déplacent autour du stade? Non. Chaque personne reste à sa place. Elle se lève, elle se rassoit, c'est tout. C'est la vague qui se déplace, pas les gens. L'énergie du mouvement se transmet de personne en personne, mais les personnes elles-mêmes ne bougent pas de manière significative. Le son fonctionne exactement de la même manière. Quand vous parlez, vos cordes vocales vibrent et poussent les molécules d'air juste devant votre bouche. Ces molécules, poussées vers l'avant, heurtent les molécules suivantes, qui heurtent les suivantes, et ainsi de suite. Une réaction en chaîne de collisions moléculaires se propage dans l'air, transportant l'énergie de votre voix de molécule en molécule jusqu'aux oreilles de votre interlocuteur. Mais les molécules d'air elles-mêmes ne voyagent pas de votre bouche aux oreilles de l'autre personne. Chaque molécule oscille légèrement autour de sa position d'équilibre, transférant l'énergie à sa voisine, puis revient à sa place. C'est l'onde, l'énergie, le schéma de vibration qui se déplace, pas la matière elle-même. Et c'est précisément cette caractéristique qui rend le son fondamentalement dépendant d'un milieu matériel. Sans molécules pour vibrer, pour se heurter, pour transférer l'énergie de l'une à l'autre, l'onde sonore ne peut tout simplement pas exister. C'est comme essayer de faire une vague mexicaine dans un stade vide. Pas de spectateurs, pas de vague, pas de molécules, pas de son. Plongeons maintenant plus profondément dans la mécanique des ondes sonores, car les détails sont fascinants et essentiels à notre compréhension. Le son est ce que les physiciens appellent une onde longitudinale,
Cela signifie que la direction de la vibration des molécules est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Pour visualiser cela, imaginez un long ressort, un slinky, étendu sur une table. Si vous poussez une extrémité du slinky vers l'avant, vous créez une zone où les spires sont comprimées les unes contre les autres. Cette zone de compression se déplace le long du slinky. Derrière la compression, il y a une zone où les spires sont plus étalées que la normale. C'est ce qu'on appelle une raréfaction. Ce motif alterné de compression et de raréfaction se propageant le long du slinky, c'est exactement ce qui se passe dans l'air quand le son se propage. Et les compressions sont des zones de haute pression où les molécules d'air sont temporairement plus serrées les unes contre les autres que la normale. Les raréfactions sont des zones de basse pression où les molécules sont temporairement plus éloignées les unes des autres que la normale. Que ce motif de haute pression et basse pression alternée se propageant à travers l'air, c'est l'onde sonore. C'est ce que vos tympans détectent, ces minuscules variations de pression qui font vibrer la membrane de votre oreille et que votre cerveau interprète comme du son. Et chaque compression est causée par des molécules qui poussent d'autres molécules, qui poussent d'autres molécules. Chaque maillon de cette chaîne est une collision moléculaire, un transfert d'énergie cinétique d'une particule matérielle à la suivante. Retirez un maillon de la chaîne, c'est-à-dire retirez les molécules, et la chaîne est rompue. L'énergie n'a plus de véhicule pour se propager. L'onde s'arrête. Le son meurt. C'est exactement ce qui se passe dans le vide de l'espace. Il n'y a pas de molécules, pas de chaîne, pas de son. Maintenant, un aspect fascinant du son que beaucoup de gens ignorent est la manière dont sa vitesse varie drastiquement en fonction du milieu dans lequel il se propage. Dans l'air à 20 degrés Celsius et à pression atmosphérique standard, le son voyage à environ 343 mètres par seconde. Cela peut sembler rapide, et ça l'est dans notre expérience quotidienne, mais c'est remarquablement lent comparé à la lumière. 343 mètres par seconde, c'est environ 1235 km à l'heure, un peu plus rapide qu'un avion de ligne commerciale. Mais dans l'eau, le son voyage beaucoup plus rapidement, à environ 1480 mètres par seconde, soit plus de 4 fois plus vite que dans l'air. Pourquoi? Parce que les molécules d'eau sont beaucoup plus proches les unes des autres que les molécules d'air. Les collisions se transmettent plus rapidement quand les molécules sont plus serrées. Le transfert d'énergie est plus efficace. Et dans l'acier, le son atteint la vitesse stupéfiante de 5960 mètres par seconde, soit environ 17 fois plus vite que dans l'air. Les atomes d'acier sont extrêmement proches les uns des autres, liés par des liaisons métalliques fortes et rigides, ce qui permet au transfert d'énergie vibratoire de se faire avec une efficacité remarquable. Et voici le fait crucial qui résume tout. Dans un vide parfait, la vitesse du son est exactement de 0 mètres par seconde. 0. Pas un chiffre approchant 0. Pas une vitesse imperceptiblement faible. 0. Absolu. Il n'y a rien à vibrer, donc rien ne vibre. Il n'y a pas de milieu, donc il n'y a pas d'onde. Il n'y a pas d'onde, donc il n'y a pas de vitesse. Le son dans le vide n'est pas lent. Il n'existe tout simplement pas. Ce schéma révèle un principe fondamental. Plus le milieu est dense et élastique, plus le son s'y propage rapidement. L'air est le milieu le moins efficace parmi les exemples courants parce que ces molécules
sont relativement éloignées les unes des autres. L'eau est meilleure. Les solides sont les meilleurs. Et le vide est le pire, le milieu impossible, le milieu qui n'existe pas. C'est une relation monotone et sans exception. Le son a besoin de matière. Sans matière, le son est néant. L'histoire de la compréhension humaine du son est elle-même une aventure fascinante qui s'étend sur des millénaires. Les anciens Grecs, ces penseurs insatiablement curieux qui ont posé les fondations de la science occidentale, ont été parmi les premiers à réfléchir à la nature du son. Pythagore, au VIe siècle avant notre ère, a découvert la relation entre les longueurs des cordes vibrantes et les notes musicales qu'elles produisent. Il a montré que des rapports mathématiques simples entre les longueurs de cordes produisaient des harmonies agréables à l'oreille. C'était l'une des premières découvertes montrant que la physique et les mathématiques gouvernent les phénomènes sensoriels. Aristote, au IVe siècle avant notre ère, a fait une observation remarquable pour son époque. Il a correctement deviné que le son nécessite un milieu pour se propager. Il a compris intuitivement que quelque chose devait transporter le son de sa source à l'oreille, même s'il n'avait aucun moyen de le prouver expérimentalement avec les technologies de son temps. Mais c'est au XVIIe siècle que les preuves expérimentales ont commencé à confirmer cette intuition. En 1654, Otto von Guericke, un scientifique et politicien allemand, a inventé l'une des premières pompes à vide efficaces. Son invention a ouvert la voie à une expérience qui allait devenir l'une des plus célèbres de l'histoire de la physique. En 1660, Robert Boyle, le grand chimiste et physicien irlandais, a réalisé une expérience simple mais profondément révélatrice. Il a placé une cloche qui sonnait à l'intérieur d'un bocal en verre, puis il a utilisé une pompe à vide pour extraire progressivement l'air du bocal. Et voici ce qui s'est passé. À mesure que l'air était retiré, le son de la cloche diminuait. Il devenait de plus en plus faible, de plus en plus distant, de plus en plus étouffé. Et finalement, quand suffisamment d'air avait été extrait, le silence s'installait. La cloche continuait de sonner. Vous pouviez la voir vibrer à travers le verre, mais aucun son ne parvenait aux oreilles de l'observateur. Le son avait disparu. Il avait été tué par l'absence d'air. C'était la première preuve expérimentale directe que le son ne peut pas se propager dans le vide. La cloche vibrait toujours. L'énergie était toujours là, mais sans air pour transporter cette énergie vibratoire. Elle restait piégée, impuissante, silencieuse. Cette expérience, dans sa simplicité élégante, démontre tout ce que nous avons discuté jusqu'ici. Le son n'est pas dans la cloche. Le son n'est pas dans l'air. Le son est le transfert d'énergie vibratoire de la cloche à l'air. Sans air, pas de transfert. Sans transfert, pas de son. Plus tard, Isaac Newton a fourni le premier traitement mathématique rigoureux de la propagation des ondes sonores dans son monumental ouvrage Principia Mathematica. Newton a dérivé une formule pour la vitesse du son dans l'air, mais sa valeur était incorrecte d'environ 15% parce qu'il avait supposé que les compressions et raréfactions dans l'air étaient un processus isotherme, c'est-à-dire à température constante. C'est Pierre-Simon Laplace, plus d'un siècle plus tard, qui a corrigé cette erreur en montrant que le processus est en réalité adiabatique, c'est-à-dire que les compressions se produisent si rapidement que la chaleur n'a pas le temps de se dissiper, ce qui augmente la température locale et donc la vitesse du son. La correction de Laplace a donné une valeur qui correspondait remarquablement bien
aux mesures expérimentales. Ce détail historique illustre quelque chose d'important. Même les plus grands génies de l'histoire des sciences ont dû construire leur compréhension du son pas à pas, erreur après erreur, correction après correction. Examinons maintenant l'anatomie d'une onde sonore avec plus de précision technique, car ces détails vont être essentiels pour notre comparaison avec la lumière. Toute onde sonore peut être décrite par 4 propriétés fondamentales. La première est la fréquence, mesurée en hertz, qui représente le nombre de compressions complètes qui passent par un point donné chaque seconde. La fréquence détermine la hauteur du son, ce que nous percevons comme le caractère aigu ou grave d'un son. Une fréquence élevée signifie de nombreuses compressions par seconde, ce qui se traduit par un son aigu comme le sifflement d'un piccolo ou le cri d'une chauve-souris. Une fréquence basse signifie peu de compressions par seconde, ce qui donne un son grave, comme le grondement du tonnerre ou le ronronnement d'un moteur diesel. La deuxième propriété est l'amplitude, qui mesure l'intensité des compressions et raréfactions, c'est-à-dire à quel point les molécules sont déplacées par rapport à leur position d'équilibre. L'amplitude détermine le volume, l'intensité sonore. Une grande amplitude signifie des molécules fortement déplacées, ce qui produit un son fort. Une petite amplitude signifie des déplacements faibles, un son doux. La troisième propriété est la longueur d'onde, qui est la distance physique entre 2 compressions successives ou 2 raréfactions successives. La longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Les sons aigus ont des longueurs d'onde courtes. Les sons graves ont des longueurs d'onde longues. Et la quatrième propriété est la vitesse de propagation, qui, comme nous l'avons vu, dépend entièrement du milieu et non de la source sonore. Ces 4 propriétés sont liées par une équation simple et élégante. La vitesse est égale à la fréquence multipliée par la longueur d'onde. Cette équation est universelle pour toutes les ondes, pas seulement le son. L'oreille humaine peut détecter des sons dont la fréquence se situe approximativement entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est notre fenêtre auditive, notre petite tranche du spectre acoustique complet. En dessous de 20 Hz se trouvent les infrasons, des vibrations trop graves pour que nous puissions les entendre consciemment, mais qui peuvent néanmoins affecter notre corps. Les éléphants communiquent par des infrasons, des sons si graves qu'ils peuvent voyager sur des dizaines de kilomètres à travers le sol africain. Les tremblements de terre produisent des infrasons puissants. Certaines recherches suggèrent que les infrasons à certaines fréquences peuvent provoquer des sentiments de malaise, d'anxiété, voire de terreur chez les humains. Peut-être parce que notre corps les associe inconsciemment à des événements dangereux comme les séismes ou les éruptions volcaniques. Au-dessus de 20 000 Hz se trouvent les ultrasons, des vibrations trop aiguës pour notre perception. Les chauves-souris utilisent des ultrasons pour l'écolocalisation, émettant des cris à des fréquences allant jusqu'à 100 000 Hz et analysant les échos pour naviguer dans l'obscurité et capturer des insectes en vol. Les dauphins utilisent une technique similaire dans l'eau. En médecine, les ultrasons sont utilisés pour l'imagerie, permettant de voir des fœtus dans l'utérus, des organes internes, des vaisseaux sanguins, tout cela grâce aux ondes sonores qui se réfléchissent différemment sur différents types de tissus. Mais que ce soit des infrasons, des sons audibles ou des ultrasons, tous obéissent à la même règle fondamentale. Ils ont besoin de matière pour exister. Sans matière, pas un seul infrason,
pas un seul son audible, pas un seul ultrason ne peut se propager. Revenons maintenant à la perspective moléculaire, car c'est là que la raison profonde de l'impossibilité du son dans le vide se révèle le plus clairement. Au niveau moléculaire, le son est le transfert d'énergie cinétique d'une molécule à la suivante par le biais de collisions. Pensez à une rangée de billes de billard alignées et en contact les unes avec les autres. Si vous frappez la première bille, l'énergie du choc se transmet de bille en bille jusqu'à la dernière, qui est propulsée vers l'avant. C'est le même principe. Chaque molécule d'air joue le rôle d'une bille de billard, transférant l'énergie de collision à sa voisine. Maintenant, imaginez que vous retiriez une bille du milieu de la rangée. La chaîne est brisée. Quand l'énergie arrive au trou, elle ne peut plus avancer. Il n'y a rien à frapper, rien à pousser, rien à quoi transférer l'énergie. C'est exactement ce qui se passe dans le vide de l'espace. Il n'y a pas de billes, il n'y a pas de molécules, il n'y a rien à frapper. L'énergie sonore sans véhicule moléculaire est absolument impuissante. Elle ne peut pas sauter par-dessus le vide. Elle ne peut pas se créer un pont. Elle ne peut pas trouver un chemin alternatif. Elle est simplement et irrévocablement arrêtée. Et c'est fondamentalement, irréductiblement différent de ce qui se passe avec la lumière. Parce que la lumière n'a pas besoin de billes. La lumière n'a pas besoin de collision moléculaire. La lumière n'a pas besoin de matière du tout. Et pour comprendre pourquoi, nous devons maintenant tourner notre attention vers la chose la plus mystérieuse, la plus paradoxale et la plus magnifique de toute la physique, le photon, la lumière. Que pouvons-nous dire de la lumière qui n'ait pas déjà été dit par les poètes, les philosophes, les prophètes et les scientifiques de toutes les civilisations de l'histoire humaine? La lumière est ce qui nous permet de voir, de percevoir le monde, de distinguer les formes, les couleurs, les distances, les textures. La lumière est ce qui rend possible la photosynthèse, le processus par lequel les plantes convertissent l'énergie solaire en matière organique, formant la base de presque toutes les chaînes alimentaires sur Terre. La lumière du soleil est ce qui chauffe notre planète, crée notre climat, alimente notre météo, rend possible la vie telle que nous la connaissons. Sans lumière, notre monde serait un roc glacé et mort, dérivant dans l'obscurité cosmique. La lumière est fondamentale à notre existence de manière si profonde, si omniprésente, que nous la prenons entièrement pour acquise, comme nous prenons l'air que nous respirons pour acquis, jusqu'au moment où il nous manque. Mais qu'est-ce que la lumière, véritablement? Quelle est sa nature profonde? Et pourquoi peut-elle faire ce que le son ne peut pas, c'est-à-dire traverser le néant absolu du vide spatial? La réponse à cette question est l'une des plus extraordinaires aventures intellectuelles de l'histoire humaine. Une aventure qui a nécessité des millénaires de réflexion, d'expérimentation, de débats, d'erreurs et de découvertes. Et elle commence, comme tant de choses dans la science occidentale, avec les anciens Grecs. Les penseurs de l'Antiquité avaient des idées fascinantes mais souvent incorrectes sur la nature de la lumière. La théorie dominante, défendue notamment par Empédocle et par Platon, était la théorie de l'émission visuelle, selon laquelle les yeux émettaient des rayons qui allaient toucher les objets et revenaient nous permettant de les voir. Dans cette conception, c'était l'œil qui envoyait quelque chose vers le monde, pas le monde qui envoyait quelque chose vers l'œil. C'est une idée intuitive en un sens,
puisque nous avons l'impression que nos yeux scrutent activement le monde, mais elle est fondamentalement incorrecte. C'est un scientifique arabe du XIe siècle qui a corrigé cette erreur de manière décisive. Ibn al-Haytham, connu en Occident sous le nom d'Al-Hazen, est souvent considéré comme le père de l'optique moderne. Vers l'an 1011 de notre ère, il a écrit le Kitab al-Manazir, le livre de l'optique, l'un des traités scientifiques les plus importants jamais écrits. Dans cet ouvrage révolutionnaire, Ibn al-Haytham a proposé correctement que la lumière voyage depuis les objets vers nos yeux, et non l'inverse. Il a démontré que la vision est le résultat de la lumière entrant dans l'œil, et il a étudié en détail la réflexion, la réfraction et la formation des images. Son approche était remarquablement scientifique pour son époque. Il insistait sur la vérification expérimentale des hypothèses, refusant d'accepter les idées simplement parce qu'elles étaient défendues par des autorités anciennes. Ibn al-Haytham a posé les fondations sur lesquelles toute l'optique future allait être construite. 6 siècles plus tard, en 1672, Isaac Newton a apporté sa propre contribution monumentale à notre compréhension de la lumière. En faisant passer un rayon de lumière blanche à travers un prisme de verre, Newton a démontré que la lumière blanche est en réalité composée d'un spectre de couleurs, du rouge au violet. Chaque couleur correspondait à un degré différent de réfraction par le prisme. C'était une découverte extraordinaire qui a transformé notre compréhension de ce qui semblait être la chose la plus simple du monde, la lumière blanche du soleil. Newton a également proposé une théorie sur la nature de la lumière elle-même. Pour lui, la lumière était composée de minuscules particules qu'il appelait corpuscules. Ces corpuscules voyageaient en ligne droite à grande vitesse, rebondissaient sur les surfaces comme des balles de billard microscopiques et étaient responsables de tous les phénomènes optiques. La théorie corpusculaire de Newton était élégante, simple et semblait expliquer correctement la réflexion et la réfraction de la lumière. Et surtout, elle était soutenue par l'immense autorité de Newton lui-même, qui était considéré comme le plus grand scientifique de son époque, sinon de tous les temps. Mais presque simultanément, un autre grand scientifique proposait une théorie radicalement différente. Christian Huygens, un physicien et mathématicien néerlandais, a publié en 1678 son traité de la lumière, dans lequel il proposait que la lumière n'était pas composée de particules, mais était plutôt une onde. Comme les ondulations à la surface d'un étang quand on y jette une pierre, la lumière serait une perturbation ondulatoire qui se propagerait à travers un milieu. La théorie ondulatoire de Huygens pouvait expliquer la réflexion et la réfraction de la lumière aussi bien que la théorie corpusculaire de Newton, et elle pouvait en plus expliquer certains phénomènes que la théorie de Newton avait du mal à traiter, comme la diffraction, le phénomène par lequel la lumière semble se courber légèrement autour des obstacles. Et ainsi a commencé l'un des plus grands débats de l'histoire de la physique. La lumière est-elle une particule ou une onde? Pendant plus d'un siècle, la théorie corpusculaire de Newton a dominé, principalement en raison de l'autorité écrasante de Newton dans le monde scientifique. Mais en 1801, un médecin et physicien anglais nommé Thomas Young a réalisé une expérience qui allait changer le cours de l'histoire de la physique, l'expérience de la double fente. Young a fait passer un rayon de lumière à travers 2 fentes très étroites et très rapprochées. Puis, il a observé le motif créé par la lumière sur un écran placé derrière les fentes.
Si la lumière était composée de particules, comme le disait Newton, on s'attendrait à voir 2 bandes lumineuses sur l'écran, correspondant aux 2 fentes. Mais ce n'est pas ce que Young a observé. Au lieu de 2 bandes, il a vu un motif complexe de bandes alternativement lumineuses et sombres, ce qu'on appelle un motif d'interférence. Et voici le point crucial. Un motif d'interférence est quelque chose que seules des ondes peuvent créer. Quand 2 ondes se rencontrent, elles peuvent s'additionner quand leurs crêtes coïncident. C'est l'interférence constructive qui crée les bandes lumineuses, ou elles peuvent s'annuler quand la crête de l'une coïncide avec le creux de l'autre. C'est l'interférence destructive qui crée les bandes sombres. Des particules ne peuvent pas faire cela. Des particules ne s'annulent pas mutuellement. L'expérience de Young semblait prouver de manière irréfutable que la lumière est une onde. Mais la question restait, une onde de quoi? Si la lumière est une onde, qu'est-ce qui ondule? Le son est une onde dans l'air. Les vagues sont des ondes dans l'eau. Mais la lumière est une onde dans quoi exactement? C'est là qu'est intervenu l'un des plus grands génies de l'histoire de la physique. Un homme dont le nom est moins connu du grand public que Newton ou Einstein, mais dont la contribution à notre compréhension de l'univers est tout aussi monumentale. James Clerk. Maxwell, un physicien écossais, a accompli en 1865 ce qui est sans doute la plus grande unification de la physique avant Einstein. Maxwell travaillait sur les phénomènes d'électricité et de magnétisme, 2 forces qui semblaient distinctes mais qui présentaient des connexions mystérieuses. Un courant électrique pouvait créer un champ magnétique comme Ørsted l'avait découvert. Un champ magnétique changeant pouvait induire un courant électrique comme Faraday l'avait montré. Maxwell a rassemblé toutes les lois connues de l'électricité et du magnétisme en un ensemble de 4 équations d'une beauté et d'une puissance extraordinaire, connues aujourd'hui sous le nom d'équations de Maxwell. Et en analysant ces équations, Maxwell a fait une découverte qui a stupéfié le monde scientifique. Ces équations prédisaient l'existence d'ondes électromagnétiques, des perturbations auto-entretenues, des champs électriques et magnétiques qui se propageaient à travers l'espace. Un champ électrique changeant crée un champ magnétique, et un champ magnétique changeant crée un champ électrique. Ces 2 champs se régénèrent mutuellement dans une boucle perpétuelle de création réciproque, formant une onde qui se propage indéfiniment. Et quand Maxwell a calculé la vitesse de propagation de ces ondes électromagnétiques théoriques, en utilisant uniquement les constantes connues de l'électricité et du magnétisme, il a obtenu un nombre qui correspondait exactement à la vitesse mesurée de la lumière. La coïncidence était trop parfaite pour être un hasard. Maxwell a compris, la lumière est une onde électromagnétique. La lumière n'est pas une perturbation dans un milieu matériel, comme le son dans l'air. La lumière est une perturbation dans les champs électriques et magnétiques eux-mêmes. Et ces champs n'ont pas besoin de matière pour exister. Ils sont des entités fondamentales de l'univers qui existent partout, y compris dans le vide le plus parfait. C'est la clé. C'est la réponse fondamentale à notre question. Et nous allons l'explorer en profondeur. Mais l'histoire de la lumière n'était pas terminée. En 1905, un jeune employé du bureau des brevets de Berne, en Suisse, a publié un article qui allait encore une fois transformer notre compréhension de la lumière. Son nom était Albert Einstein et son article traitait de ce qu'on appelle l'effet
Photoélectrique. L'effet photoélectrique est un phénomène dans lequel la lumière, en frappant une surface métallique, éjecte des électrons de cette surface. Ce phénomène avait été observé expérimentalement, mais il présentait des caractéristiques troublantes que la théorie ondulatoire pure de la lumière ne pouvait pas expliquer. Par exemple, l'énergie des électrons éjectés dépendait de la fréquence de la lumière incidente, pas de son intensité. Augmenter l'intensité de la lumière augmentait le nombre d'électrons éjectés, mais pas leur énergie individuelle. Et en dessous d'une certaine fréquence seuil, aucun électron n'était éjecté, quelle que soit l'intensité de la lumière. La théorie ondulatoire ne pouvait pas expliquer ces observations. Einstein a proposé une solution audacieuse et révolutionnaire. La lumière est composée de quanta discrets d'énergie, des paquets individuels qu'il a appelés photons. Chaque photon transporte une quantité d'énergie précise, déterminée par sa fréquence selon la formule E égale h fois f, où h est la constante de Planck et f est la fréquence du photon. Quand un photon frappe un électron dans le métal, il transfère toute son énergie à cet électron. Si cette énergie est suffisante pour vaincre la force qui retient l'électron dans le métal, l'électron est éjecté. Si elle ne l'est pas, rien ne se passe. La fréquence détermine l'énergie de chaque photon individuel. C'est pourquoi l'énergie des électrons éjectés dépend de la fréquence. L'intensité détermine le nombre de photons, c'est pourquoi elle affecte le nombre d'électrons éjectés. Tout s'expliquait parfaitement, mais la proposition d'Einstein créait un paradoxe apparent profond. La lumière est une onde, comme Young l'avait montré avec l'interférence, mais elle est aussi composée de particules, comme Einstein l'avait montré avec l'effet photoélectrique. Comment peut-elle être les deux à la fois? Cette dualité onde-particule est l'un des aspects les plus étranges, les plus contre-intuitifs et les plus fondamentaux de la mécanique quantique. La lumière n'est ni purement une onde, ni purement une particule. Elle est un objet quantique qui exhibe des propriétés ondulatoires dans certaines circonstances et des propriétés corpusculaires dans d'autres. La manière dont elle se manifeste dépend de la manière dont nous l'observons et la mesurons. C'est profondément troublant pour notre intuition, formée par l'expérience du monde macroscopique où les choses sont soit des ondes, soit des particules, jamais les deux. Mais au niveau quantique, cette distinction nette s'effondre. La réalité quantique est plus subtile, plus nuancée et plus étrange que tout ce que notre expérience quotidienne pourrait nous préparer à imaginer. Alors, qu'est-ce qu'un photon exactement? Décortiquons-le avec la plus grande précision possible, car chaque propriété du photon est liée à la raison pour laquelle il peut traverser le vide de l'espace. Un photon est un quantum de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire la plus petite quantité possible d'énergie électromagnétique pour une fréquence donnée. C'est le grain ultime de lumière, l'atome de la lumière si vous voulez, au-delà duquel la lumière ne peut pas être divisée davantage. Un photon possède une masse au repos de zéro. Cela signifie que si vous pouviez d'une manière ou d'une autre arrêter un photon et le poser sur une balance, il ne pèserait rien. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas arrêter un photon. Un photon est toujours en mouvement, toujours à la vitesse de la lumière. C'est une caractéristique fondamentale et non négociable de son existence. Un photon voyage toujours, dans le vide, à la vitesse d'environ 299 792 458 mètres par seconde. Cette vitesse, que nous désignons par la lettre C,
est l'une des constantes fondamentales de l'univers. Le photon ne peut pas aller plus lentement que c dans le vide. Il ne peut pas aller plus vite. Il est toujours, exactement, à cette vitesse. L'énergie d'un photon est déterminée par sa fréquence selon la formule d'Einstein-Planck que nous avons déjà mentionnée. Un photon de haute fréquence, comme un photon de rayon gamma, transporte une grande quantité d'énergie. Un photon de basse fréquence, comme un photon d'onde radio, transporte une petite quantité d'énergie. Mais quelle que soit sa fréquence, quelle que soit son énergie, un photon voyage toujours à la même vitesse dans le vide. Un photon de rayon gamma et un photon d'onde radio se déplacent côte à côte à exactement la même vitesse dans le vide. Un photon est son propre antiparticule, ce qui signifie que l'antiparticule d'un photon est un autre photon. Quand deux photons se rencontrent dans certaines conditions, ils peuvent s'annihiler mutuellement et produire des paires de particules-antiparticules, comme des paires électrons-positrons. Et réciproquement, quand un électron et un positron s'annihilent, ils produisent des photons. C'est un échange constant entre matière et lumière, un dialogue fondamental entre les deux manifestations de l'énergie. Et enfin, le photon est le boson de jauge de la force électromagnétique. C'est-à-dire que le photon est la particule qui transmet la force électromagnétique entre les particules chargées. Chaque fois que deux électrons se repoussent, chaque fois qu'un proton attire un électron, cette interaction est médiée par l'échange de photons virtuels. Le photon n'est pas simplement le messager de la lumière, il est le médiateur de l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Il est tissé dans la trame même de la réalité physique. Mais la propriété la plus cruciale pour notre question, celle qui explique pourquoi les photons peuvent traverser le vide de l'espace, est la nature auto-entretenue des ondes électromagnétiques. Revenons à la grande découverte de Maxwell et approfondissons-la. Maxwell a montré qu'un champ électrique qui change dans le temps crée un champ magnétique, et qu'un champ magnétique qui change dans le temps crée un champ électrique. Ces deux processus forment une boucle de rétroaction positive auto-entretenue. Le champ électrique change, ce qui crée un champ magnétique, dont le changement crée un champ électrique, dont le changement crée un champ magnétique, et ainsi de suite à l'infini. Les deux champs se régénèrent mutuellement, se propulsant l'un l'autre vers l'avant, formant une onde qui se déplace à travers l'espace, sans jamais avoir besoin de rien d'autre que d'elle-même pour se maintenir. C'est comme deux personnes qui jouent à saute-mouton, chacune propulsant l'autre vers l'avant. L'une est le champ électrique, l'autre est le champ magnétique. Elles avancent ensemble, se portant mutuellement, n'ayant besoin de rien d'autre que l'une de l'autre pour continuer leur voyage. Pas besoin d'air, pas besoin d'eau, pas besoin d'acier, pas besoin de quoi que ce soit de matériel. Juste le champ électrique et le champ magnétique dansant ensemble dans un ballet perpétuel à travers le vide du cosmos. C'est fondamentalement différent du son. Le son a besoin de quelque chose d'extérieur à lui-même, un milieu matériel, pour se propager. La lumière transporte son propre mécanisme de propagation avec elle. Elle est autonome, autosuffisante, auto-entretenue. Elle n'a besoin de rien d'autre que les champs fondamentaux de l'univers, qui existent partout. Et ces champs existent dans le vide, parce qu'ils ne sont pas des propriétés de la matière. Ils sont des propriétés de l'espace-temps lui-même. Où il y a de l'espace, il y a des champs électromagnétiques.
et où il y a des champs électromagnétiques, la lumière peut voyager. Et l'espace est partout, donc la lumière peut aller partout. De plus, les champs électriques et magnétiques dans une onde électromagnétique oscillent perpendiculairement l'un à l'autre et perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Cela fait de la lumière une onde transversale, contrairement au son qui est une onde longitudinale. Dans une onde longitudinale, comme le son, les oscillations se font dans la même direction que la propagation, les molécules se compriment et s'étirent le long de l'axe de déplacement. Dans une onde transversale comme la lumière, les oscillations se font perpendiculairement à la direction de propagation. Les champs oscillent de haut en bas et de gauche à droite, tandis que l'onde avance vers l'avant. Cette distinction n'est pas seulement une curiosité géométrique, elle est liée à la nature fondamentale des deux types d'ondes et à la raison pour laquelle l'une a besoin de matière et l'autre non. Explorons maintenant le spectre électromagnétique dans toute sa gloire, car il révèle une vérité profonde. La lumière visible, celle que nos yeux perçoivent, n'est qu'une minuscule fraction de toute la gamme de rayonnements électromagnétiques qui existent dans l'univers. Tous les types de rayonnements électromagnétiques sont fondamentalement la même chose, des photons. Ils ne diffèrent que par leur fréquence et leur longueur d'onde. À l'extrémité de basse fréquence et de grande longueur d'onde se trouvent les ondes radio, avec des longueurs d'onde pouvant aller de quelques millimètres à plusieurs kilomètres. Nous les utilisons pour la communication radio, la télévision, les téléphones portables. Ensuite viennent les micro-ondes, avec des longueurs d'onde de quelques millimètres à quelques dizaines de centimètres. Elles sont utilisées dans les fours à micro-ondes, le Wi-Fi, le radar et les communications par satellite. Puis, l'infrarouge, le rayonnement thermique. Tout objet chaud émet de l'infrarouge. Votre corps, à 37 degrés Celsius, rayonne en permanence de l'infrarouge. C'est ce que détectent les caméras thermiques et les lunettes de vision nocturne. Puis, nous arrivons à la lumière visible, cette bande étroite de fréquences que nos yeux ont évolué pour détecter, allant d'environ 400 nanomètres pour le violet à environ 700 nanomètres pour le rouge. Cette bande est incroyablement étroite par rapport à l'ensemble du spectre, comme une seule touche sur un immense piano cosmique. Au-delà du violet se trouve l'ultraviolet, le rayonnement qui cause les coups de soleil et qui est utilisé pour la stérilisation. Puis les rayons X qui pénètrent les tissus mous mais sont arrêtés par les os, ce qui les rend indispensables en imagerie médicale. Et enfin, à l'extrémité de haute fréquence et de courte longueur d'onde, les rayons gamma, le rayonnement le plus énergétique de tous, produit par les réactions nucléaires, les supernovas, les étoiles à neutrons et les sursauts gamma, les événements les plus énergétiques de l'univers après le Big Bang lui-même. Et voici le point crucial. Tous ces types de rayonnements, des ondes radio les plus douces aux rayons gamma les plus destructeurs, sont des photons. Tous voyagent à la vitesse de la lumière dans le vide. Tous sont des ondes électromagnétiques auto-entretenues. Tous peuvent traverser le vide de l'espace sans le moindre problème. Les ondes radio que la sonde voyager un envoi depuis une distance de plus de 24 milliards de kilomètres traversent le vide interplanétaire et interstellaire pour nous atteindre. Les rayons gamma d'une supernova lointaine traversent des millions d'années-lumière de vide cosmique pour être détectés par nos satellites. L'infrarouge des galaxies les plus lointaines
traverse des milliards d'années-lumière de néant pour être capté par le télescope spatial James Webb. Le vide de l'espace est une autoroute parfaite pour tous les types de rayonnement électromagnétique, sans exception. Intéressons-nous maintenant à la vitesse de la lumière elle-même, car elle n'est pas un nombre arbitraire. Elle est déterminée par les propriétés fondamentales de l'univers. Maxwell, dans sa dérivation des ondes électromagnétiques, a montré que la vitesse de propagation de ces ondes dans le vide est donnée par la formule C égale 1 divisé par la racine carrée de epsilon 0 fois mu 0, où epsilon 0 est la permittivité du vide, une constante qui mesure la facilité avec laquelle les champs électriques se forment dans le vide, et mu 0 est la perméabilité du vide, une constante qui mesure la facilité avec laquelle les champs magnétiques se forment dans le vide. Ces deux constantes sont des propriétés intrinsèques du vide lui-même, de l'espace vide. Elles ne dépendent d'aucun milieu matériel. Elles sont des caractéristiques fondamentales de l'univers. Et c'est à partir de ces deux constantes et d'elles seules que la vitesse de la lumière est déterminée. Quand Maxwell a inséré les valeurs mesurées de ces constantes dans sa formule, il a obtenu un nombre qui correspondait avec une précision remarquable à la vitesse mesurée de la lumière. Ce moment, ce calcul, est l'un des plus extraordinaires de l'histoire de la science. Il a révélé que la vitesse de la lumière n'est pas juste une propriété de la lumière. C'est une propriété de l'espace lui-même. L'espace dicte la vitesse à laquelle les ondes électromagnétiques peuvent se propager en son sein. La vitesse de la lumière est aussi la vitesse de la causalité, la vitesse maximale à laquelle toute information, toute influence, tout signal peut se déplacer dans l'univers. Rien de matériel ne peut atteindre cette vitesse. Seules les particules sans masse, les photons, les gluons et les ondes gravitationnelles voyagent assez. C'est une limite fondamentale imposée par la structure même de l'espace-temps, telle que décrite par la relativité restreinte d'Einstein. Nous reviendrons sur Einstein et sa relativité plus tard, car elle a des implications profondes pour notre compréhension des photons. Si vous êtes encore avec moi, si votre curiosité est éveillée et si votre esprit bourdonne de questions, alors nous sommes au bon endroit. Nous commençons maintenant à voir clairement la différence fondamentale entre le son et la lumière. Le son est un phénomène mécanique, un balai de collisions moléculaires, une chaîne de dominos microscopiques qui tombent les uns sur les autres. La lumière est un phénomène électromagnétique, une danse auto-entretenue de champs qui se régénèrent mutuellement, indépendante de toute matière. Le son est esclave de la matière. La lumière est libre, mais nous ne faisons qu'effleurer la surface. Les révélations les plus profondes sont encore à venir. Et si vous appréciez cette exploration des mystères fondamentaux de la physique, si vous voulez que ce type de contenu continue à exister, alors prenez un instant pour appuyer sur le bouton like. C'est un geste simple mais qui fait une énorme différence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité cosmique. Nous avons encore un long et fascinant chemin à parcourir. Nous avons maintenant une compréhension solide de ce qu'est le son et de ce qu'est la lumière. Mais pour véritablement saisir pourquoi les photons peuvent traverser le vide spatial et le son ne le peut pas, nous devons comprendre quelque chose de tout aussi fondamental, le vide lui-même. Qu'est-ce que le vide de l'espace? Qu'est-ce que le néant? Et surtout, le néant est-il véritablement le néant?
Où cache-t-il des secrets que même les plus grands esprits de l'humanité commencent à peine à découvrir? Commençons par la définition la plus simple. Un vide, en physique, est un espace dépourvu de matière. Pas d'atomes, pas de molécules, pas de poussière, pas de gaz. Rien. Mais cette définition apparemment simple cache une complexité extraordinaire, car il s'avère qu'il existe différents degrés de vide et que le vide parfait, l'absence totale de tout, est peut-être impossible à atteindre, même en principe. Dans notre vie quotidienne, ce que nous appelons un aspirateur crée un vide très approximatif en retirant une partie de l'air d'un espace. Mais il reste encore d'innombrables molécules d'air dans ce vide partiel. Dans un laboratoire, les scientifiques peuvent créer des vides beaucoup plus poussés. Un vide dit élevé contient moins d'1 milliardième de la pression atmosphérique normale. C'est ce qui est utilisé dans les accélérateurs de particules, les tubes à rayons cathodiques et certains instruments scientifiques de précision. Un vide dit ultra élevé va encore plus loin, réduisant la densité de particules à des niveaux extraordinairement bas. Mais même les meilleurs vides artificiels que nous puissions créer sur Terre contiennent encore des millions de molécules par centimètre cube. Comparons cela avec l'espace interstellaire, la région entre les étoiles, au sein d'une galaxie. Dans l'espace interstellaire typique, la densité est d'environ 1 à 10 particules par centimètre cube. C'est un vide incomparablement meilleur que tout ce que nous pouvons produire en laboratoire. Et dans l'espace intergalactique, les vastes étendues entre les galaxies, la densité peut tomber à une seule particule par mètre cube, ou même moins. C'est le vide le plus proche de la perfection que la nature offre, un néant si complet que sur un volume d'1 mètre cube, il pourrait n'y avoir qu'un seul atome solitaire perdu dans un océan d'espace vide. Et pourtant, même dans ce vide intergalactique, le plus parfait de tous les vides naturels, des photons voyagent. La lumière des galaxies les plus lointaines traverse ces espaces quasi parfaitement vides pour nous atteindre. Des photons émis il y a des milliards d'années parcourent ce néant sans la moindre difficulté. Mais le son ne pourrait pas traverser ne serait-ce qu'1 centimètre de cet espace. Avec seulement un atome par mètre cube, les chances qu'un atome en heurte un autre et transmette une vibration sont essentiellement nulles. La chaîne de collision moléculaire qui constitue le son est impossible quand les molécules sont séparées par des distances si colossales par rapport à leur taille. Mais voici où les choses deviennent véritablement fascinantes, où la physique bascule du domaine du compréhensible au domaine du profondément contre-intuitif. Le vide de l'espace, même le vide intergalactique le plus parfait, n'est pas véritablement vide. Il n'est pas le néant absolu que notre intuition nous suggère. Selon la théorie quantique des champs, le cadre théorique le plus fondamental et le plus précis que nous possédions pour décrire la réalité, le vide est un bouillonnement constant d'activité invisible. C'est ce qu'on appelle le vide quantique, et il est radicalement différent du néant intuitif que nous imaginons quand nous pensons au mot vide. Dans le vide quantique, des paires de particules virtuelles et d'antiparticules apparaissent spontanément et s'annihilent mutuellement en des fractions de temps si infimes qu'elles défient l'imagination. Un électron virtuel et un positron virtuel surgissent du néant, existent pendant une durée incommensurablement brève, puis se rencontrent et disparaissent à nouveau dans le néant.
des paires de quarks et d'antiquarks, des paires de photons virtuels, toutes sortes de particules éphémères peuplent constamment le vide, dans un ballet quantique d'apparition et de disparition. Ces particules sont qualifiées de virtuelles parce qu'elles ne peuvent pas être directement observées individuellement. Elles existent pendant un temps trop court et à des échelles trop petites pour être détectées par un instrument individuel. Mais leurs effets collectifs sont bien réels et mesurables. Le vide quantique possède ce qu'on appelle l'énergie du point zéro, une énergie résiduelle qui persiste même quand toute la matière et tout le rayonnement ont été retirés d'un espace. Même au zéro absolu de température, même en l'absence totale de particules réelles, les champs quantiques continuent de fluctuer. Le vide vibre. Le néant a de l'énergie. L'espace vide n'est jamais vraiment au repos. C'est l'une des révélations les plus profondes et les plus troublantes de la physique moderne. Et nous avons des preuves expérimentales directes de cette réalité du vide quantique. L'effet Casimir, prédit théoriquement en 1948 par le physicien néerlandais Hendrik Casimir et mesuré expérimentalement par la suite, en est la démonstration la plus élégante. L'effet Casimir se manifeste lorsque deux plaques métalliques non chargées sont placées très près l'une de l'autre dans le vide. On pourrait s'attendre à ce que rien ne se passe, puisqu'il n'y a rien entre les plaques, pas de matière, pas de charge, rien. Et pourtant, les plaques s'attirent l'une vers l'autre. Une force mesurable les pousse à se rapprocher. D'où vient cette force mystérieuse dans un espace supposément vide? Elle provient des fluctuations du vide quantique. À l'intérieur de l'espace étroit entre les plaques, seules certaines fluctuations quantiques sont possibles. Celles dont les longueurs d'onde s'ajustent à l'espace disponible. À l'extérieur des plaques, toutes les fluctuations sont possibles. Cette asymétrie crée une différence de pression quantique entre l'intérieur et l'extérieur, poussant les plaques l'une vers l'autre. Le néant exerce une force. Le vide est une entité physiquement active. L'effet Casimir a été mesuré avec une grande précision et les résultats concordent remarquablement avec les prédictions théoriques. C'est l'une des confirmations les plus spectaculaires de la théorie quantique des champs, et cela nous dit quelque chose de profond sur la nature du vide. Le rien n'est pas rien. L'espace vide est rempli de quelque chose, pas de matière, mais de champs quantiques en fluctuation permanente. Et c'est précisément dans ces champs quantiques que réside l'explication ultime de la capacité des photons à traverser le vide. Il existe un autre phénomène extraordinaire lié aux fluctuations du vide, le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking, le célèbre physicien britannique, a proposé en 1974 que les trous noirs ne sont pas entièrement noirs. Selon sa théorie, près de l'horizon des événements d'un trou noir, les fluctuations du vide quantique peuvent avoir un résultat extraordinaire. Une paire de particules virtuelles apparaît, comme elle le fait constamment partout dans le vide, mais l'une des particules tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe dans l'espace. La particule qui s'échappe devient une particule réelle, emportant de l'énergie loin du trou noir. Ce processus, accumulé sur des durées astronomiques, fait que le trou noir perd lentement de l'énergie et donc de la masse. Le trou noir s'évapore. Lentement, incroyablement lentement pour les trous noirs massifs, mais inexorablement. Un trou noir de masse solaire mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer, un nombre si astronomiquement grand qu'il est presque dépourvu de sens
à l'échelle humaine, mais le principe est établi. Les fluctuations du vide quantique ont des conséquences physiques réelles, même les plus contre-intuitives, comme l'évaporation des trous noirs. Tout cela nous montre que le vide de l'espace est tout sauf le néant simple et ennuyeux que nous imaginions. C'est une arène dynamique de fluctuations quantiques, d'énergie résiduelle, de champs fondamentaux. Et c'est cette richesse cachée du vide qui permet aux photons de s'y propager librement. Mais attendez, si le vide est si complexe, si riche, si rempli de champs et de fluctuations, pourquoi les physiciens du XIXe siècle ont-ils cru si longtemps que la lumière avait besoin d'un milieu matériel pour se propager? La réponse nous emmène vers l'une des plus grandes erreurs de l'histoire de la science et vers l'expérience qui l'a démolie. Au XIXe siècle, les physiciens connaissaient bien la nature ondulatoire du son et de l'eau. Les ondes sonores se propagent dans l'air, les ondes aquatiques se propagent dans l'eau. Le schéma était clair, les ondes ont besoin d'un milieu. Quand Maxwell a montré que la lumière est une onde, la conclusion logique semblait inévitable. La lumière doit aussi avoir besoin d'un milieu. Les physiciens ont donc postulé l'existence d'un milieu hypothétique qu'ils ont appelé l'éther luminifère. Ce mot vient du latin lumen, lumière, et faire, porter. L'éther luminifère était censé être la substance qui portait les ondes lumineuses, comme l'air porte les ondes sonores. C'était un concept séduisant par sa simplicité et sa symétrie. Toutes les ondes ont un milieu. La lumière est une onde, donc la lumière a un milieu. L'éther. Mais les propriétés requises de cet éther hypothétique étaient profondément problématiques. Pour permettre la propagation de la lumière à une vitesse aussi élevée, l'éther devait être extrêmement rigide, beaucoup plus rigide que l'acier. Mais pour être imperceptible au mouvement des planètes et des étoiles, il devait être absolument immatériel, n'offrant aucune résistance au passage de la matière. Il devait remplir tout l'espace, pénétrer toute matière, être présent partout et nulle part à la fois. Il devait être parfaitement transparent, parfaitement élastique, parfaitement homogène. C'était, en résumé, un milieu aux propriétés miraculeuses et contradictoires, dont l'existence était postulée uniquement parce que l'analogie avec les autres ondes semblait l'exiger. Pendant des décennies, les physiciens ont essayé de détecter l'éther, de prouver son existence, de mesurer ses propriétés. Ils ont développé des théories sophistiquées de l'éther, débattu de sa nature, proposé des expériences pour le détecter. Et en 1887, 2 physiciens américains ont réalisé l'expérience définitive. Albert Michelson et Edward Morley, travaillant à Cleveland, dans l'Ohio, ont conçu une expérience d'une ingéniosité et d'une précision remarquables pour détecter le mouvement de la Terre à travers l'éther. Leur raisonnement était le suivant. Si l'éther existe et remplit l'espace, alors la Terre, dans sa course orbitale autour du Soleil à environ 30 km par seconde, doit se déplacer à travers cet éther. Ce mouvement à travers l'éther devrait créer un vent d'éther, tout comme une voiture qui roule crée un vent relatif. Et ce vent d'éther devrait affecter la vitesse de la lumière. La lumière, voyageant dans la direction du mouvement de la Terre, à travers l'éther, devrait être légèrement accélérée ou ralentie par rapport à la lumière voyageant perpendiculairement à ce mouvement. Michelson et Morley ont utilisé un interféromètre, un instrument qui divise un faisceau de lumière en 2 faisceaux perpendiculaires, les envoie dans des directions différentes,
les réfléchit sur des miroirs, puis les recombine. Si les deux faisceaux ont voyagé à des vitesses légèrement différentes, même infinitésimalement différentes, les ondes lumineuses ne seront plus parfaitement synchronisées quand elles se recombinent, ce qui produira un décalage mesurable dans le motif d'interférence. L'interféromètre de Michelson-Morley était d'une précision extraordinaire, capable de détecter des différences de vitesse de l'ordre de quelques kilomètres par seconde, bien en deçà des 30 kilomètres par seconde de la vitesse orbitale de la Terre. De là, ils ont réalisé l'expérience avec un soin méticuleux. Ils ont fait tourner l'appareil dans différentes directions. Ils ont répété les mesures à différentes heures de la journée et à différentes époques de l'année, quand la Terre pointait dans différentes directions dans son orbite autour du Soleil. Et le résultat a été le suivant: rien. Absolument rien. Aucun décalage mesurable. Aucune différence de vitesse. La lumière voyageait exactement à la même vitesse dans toutes les directions, quel que soit le mouvement de la Terre. C'est ce qu'on appelle un résultat nul, et c'est l'un des résultats nuls les plus importants et les plus révolutionnaires de toute l'histoire de la science. Car ce résultat signifiait de manière incontournable que l'éther luminifère n'existait pas. Il n'y avait pas de milieu à travers lequel la Terre se déplaçait. Il n'y avait pas de vent d'éther. La lumière n'avait pas besoin de milieu pour se propager. Cette découverte a plongé la communauté scientifique dans une crise profonde. Comment une onde pouvait-elle exister sans milieu? C'était comme dire qu'une vague océanique pouvait exister sans océan. Certains physiciens ont tenté de sauver l'éther en proposant des hypothèses ad hoc, comme la contraction de Lawrence Fitzgerald, selon laquelle les objets en mouvement à travers l'éther se contractent dans la direction de leur mouvement, exactement de la quantité nécessaire pour rendre l'éther indétectable. C'était mathématiquement correct, mais conceptuellement insatisfaisant. Une rustine sur une théorie en train de s'effondrer. C'est Albert Einstein, en 1905, qui a résolu la crise de manière radicale et définitive. Au lieu d'essayer de sauver l'éther, Einstein l'a simplement abandonné. Il a postulé deux principes simples, mais aux conséquences extraordinaires. Premier principe, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, c'est-à-dire dans tous les cadres de référence en mouvement rectiligne uniformes les uns par rapport aux autres. Deuxième principe, la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement, ou celui de la source lumineuse. Ce deuxième principe est directement inspiré du résultat de Michelson-Morley. La lumière voyage à C, point final. Pas besoin d'éther, pas besoin d'explications supplémentaires. C'est un fait fondamental de l'univers. De ces deux principes apparemment simples, Einstein a déduit les conséquences les plus extraordinaires et les plus contre-intuitives de l'histoire de la physique. La dilatation du temps. Le temps s'écoule plus lentement pour un objet en mouvement par rapport à un observateur stationnaire. Plus l'objet se déplace vite, plus le temps ralentit. À la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. La contraction des longueurs. Un objet en mouvement est physiquement plus court dans la direction de son mouvement par rapport à un observateur stationnaire. L'équivalence masse-énergie, E égale mc². La masse et l'énergie sont deux formes de la même chose, convertibles l'une en l'autre. Ces conséquences, aussi étranges qu'elles puissent paraître, ont été confirmées expérimentalement avec une précision extraordinaire à d'innombrables reprises. La relativité restreinte
n'est pas une théorie spéculative. C'est l'un des cadres théoriques les plus solidement établis et les plus précisément vérifiés de toute la physique. Et pour notre question, la leçon essentielle de la relativité restreinte est la suivante. La lumière n'a pas besoin de milieu. L'éther n'existe pas. La lumière est une onde électromagnétique auto-entretenue qui se propage dans le vide à une vitesse déterminée par les propriétés fondamentales de l'espace-temps lui-même. Le son, en revanche, est irrémédiablement lié à la matière. Aucune théorie, aucune révolution scientifique, aucun changement de paradigme ne changera jamais ce fait. Le son est mécanique. La lumière est électromagnétique. Le son a besoin de matière. La lumière a besoin de champs. Les champs sont partout. La matière ne l'est pas. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Nous avons maintenant en main tous les éléments nécessaires pour comprendre pleinement la différence fondamentale entre le son et la lumière, et nous pouvons enfin les mettre côte à côte et les comparer en profondeur, angle après angle, propriété après propriété, pour voir à quel point ces deux phénomènes que nous regroupons souvent intuitivement sous le terme vague d'onde sont en réalité radicalement, fondamentalement, irréconciliablement différents. Commençons par la question du milieu. Le son, comme nous l'avons exhaustivement démontré, nécessite impérativement un milieu matériel pour se propager. Qu'il s'agisse d'air, d'eau, de roche, de métal, de verre, de bois, de plastique, de n'importe quelle substance composée d'atomes et de molécules, le son s'y propage. Mais retirer cette substance crée un vide, et le son disparaît instantanément et complètement. Il n'y a pas de dégradation progressive, pas de signal qui s'affaiblit lentement. Le moment où le milieu disparaît est le moment où le son cesse d'exister. C'est un arrêt brutal, total, définitif. La lumière, au contraire, non seulement n'a pas besoin de milieu matériel, mais elle voyage en fait mieux en son absence. Dans un milieu matériel comme l'air, l'eau ou le verre, la lumière interagit constamment avec les atomes du milieu, étant absorbée et réémise, ce qui la ralentit. La vitesse de la lumière dans l'eau est d'environ 225 000 km par seconde et dans le verre, elle est d'environ 200 000 km par seconde, sensiblement moins que sa vitesse dans le vide de 299 792 km par seconde. Le vide est l'environnement optimal pour la lumière, celui où elle atteint sa vitesse maximale, sans obstacle, sans interaction, sans perte d'énergie. Le milieu qui est essentiel au son est un obstacle pour la lumière. Le vide qui tue le son est le paradis de la lumière. C'est une symétrie inversée fascinante. Examinons la question de la vitesse plus en détail. La vitesse du son est entièrement déterminée par les propriétés du milieu dans lequel il se propage, sa densité, son élasticité, sa température. Dans l'air à 20 degrés Celsius, elle est d'environ 343 mètres par seconde. Chauffer l'air et le son accélère parce que les molécules chaudes bougent plus vite et transmettent les collisions plus rapidement. Refroidissez l'air et le son ralentit. Changez le milieu et la vitesse change radicalement. Le son n'a pas de vitesse intrinsèque. Sa vitesse est une propriété émergente du milieu, pas du son lui-même. La lumière, en revanche, a une vitesse intrinsèque, dans le vide, c, qui est une constante fondamentale de l'univers. Rien de ce que vous faites ne peut changer cette vitesse. Vous ne pouvez pas accélérer un photon dans le vide. Vous ne pouvez pas le ralentir. Vous ne pouvez pas le pousser, le tirer, le freiner.
c'est toujours et partout, dans tous les référentiels, dans toutes les circonstances. C'est l'une des propriétés les plus absolues et les plus inviolables de la physique. La vitesse du son est négociable, flexible, dépendante du contexte. La vitesse de la lumière dans le vide est un absolu cosmique. Considérons la nature des oscillations elles-mêmes. Dans une onde sonore, ce qui oscille, ce sont les molécules du milieu, des entités matérielles, physiques, ayant une masse, occupant un espace, se déplaçant d'avant en arrière autour de leur position d'équilibre. Le son est un phénomène fondamentalement matériel. Dans une onde lumineuse, ce qui oscille, ce sont les champs électriques et magnétiques. Ce ne sont pas des entités matérielles. Les champs ne sont pas faits d'atomes. Ils n'ont pas de masse en eux-mêmes. Ce sont des propriétés abstraites de l'espace, des entités mathématiques qui ont des effets physiques mesurables, mais qui ne sont pas de la matière au sens traditionnel du terme. Un champ électrique est une propriété de l'espace qui exerce une force sur les particules chargées. Un champ magnétique est une propriété de l'espace qui exerce une force sur les charges en mouvement. Ces champs oscillent, et c'est cette oscillation qui constitue la lumière. Rien de matériel ne vibre, seules des propriétés de l'espace lui-même oscillent. C'est pour cela que la lumière n'a pas besoin de matière. Elle oscille dans quelque chose qui existe partout, l'espace et ses propriétés fondamentales. La distinction entre ondes longitudinales et transversales est également significative. Le son est une onde longitudinale. Les oscillations sont parallèles à la direction de propagation. Cela signifie que les molécules se compriment et se dilatent dans la même direction que celle dans laquelle l'onde se déplace. La lumière est une onde transversale. Les oscillations des champs électriques et magnétiques sont perpendiculaires à la direction de propagation. Le champ électrique oscille dans un plan, le champ magnétique oscille dans un plan perpendiculaire et l'onde se propage dans une direction perpendiculaire aux deux. Cette transversalité de la lumière a des conséquences physiques, notamment la possibilité de la polarisation. La lumière peut être polarisée, c'est-à-dire que les oscillations de son champ électrique peuvent être restreintes à un seul plan. C'est le principe derrière les lunettes de soleil polarisées et les écrans LCD. Le son, étant longitudinal, ne peut pas être polarisé de la même manière. Cette différence structurelle reflète encore une fois la nature fondamentalement différente des deux phénomènes. Parlons de la masse. Le photon a une masse au repos exactement nulle. C'est un fait expérimentalement vérifié avec une précision extraordinaire. Les meilleures limites expérimentales situent la masse du photon à moins de 10 puissance, moins 54 kg, un nombre si astronomiquement petit qu'il est effectivement zéro. Cette absence de masse est directement liée à la capacité du photon à voyager à la vitesse de la lumière. Selon la relativité restreinte, seules les particules sans masse peuvent voyager à c. Toute particule ayant ne serait-ce qu'une masse infinitésimale nécessiterait une énergie infinie pour atteindre c. C'est pourquoi les électrons, les protons, les neutrons et toutes les autres particules massives ne peuvent jamais atteindre la vitesse de la lumière. Ils peuvent s'en approcher asymptotiquement, mais jamais l'atteindre. Le photon, sans masse, est né à la vitesse de la lumière et y reste pour toute son existence. Le son, transmis par des molécules qui ont une masse, est soumis à l'inertie, à la friction, aux pertes d'énergie. Il s'atténue, il s'affaiblit, il meurt.
Le photon dans le vide ne s'atténue pas. Il ne perd pas d'énergie, il ne ralentit pas, il voyage éternellement ou jusqu'à ce qu'il rencontre de la matière qui l'absorbe. Et la question de l'énergie elle-même est instructive. L'énergie d'une onde sonore est de l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement des molécules. Elle est stockée dans la matière et transférée de molécule en molécule. Si les molécules disparaissent, l'énergie n'a nulle part où aller, nulle part où être stockée, aucun moyen de se transférer. L'énergie d'un photon est de l'énergie électromagnétique portée par les champs électriques et magnétiques eux-mêmes. Elle n'est pas stockée dans de la matière. Elle est contenue dans la configuration des champs. Les champs existent dans le vide, donc l'énergie peut exister dans le vide. Le photon transporte son énergie avec lui dans sa propre structure ondulatoire sans avoir besoin de rien d'autre que de l'espace pour exister. La question de l'effet de la gravité est également intéressante. Le son n'est pas directement affecté par la gravité, en ce sens que la gravité n'agit pas directement sur les ondes sonores. La gravité maintient l'atmosphère en place, ce qui permet au son de se propager. Mais la gravité ne courbe pas les ondes sonores et ne modifie pas leur trajectoire directement. La lumière, en revanche, est affectée par la gravité et de manière spectaculaire. La relativité générale d'Einstein, publiée en 1915, prédit que la masse courbe l'espace-temps et que la lumière suit les courbes de l'espace-temps. Ainsi, un photon passant près d'un objet massif comme une étoile ou un trou noir verra sa trajectoire courbée par la déformation gravitationnelle de l'espace-temps. Ce phénomène, appelé lentille gravitationnelle, a été observé pour la première fois en 1919 par Arthur Eddington lors d'une éclipse solaire, confirmant de manière spectaculaire la théorie d'Einstein. Depuis lors, la lentille gravitationnelle est devenue un outil astronomique majeur, permettant aux scientifiques d'observer des galaxies lointaines, amplifiées et déformées par la gravité d'objets massifs situés entre elles et nous. Le photon, sans masse mais porteur d'énergie, répond à la courbure de l'espace-temps. La lumière ne voyage pas toujours en ligne droite dans l'univers. Elle suit la géométrie de l'espace, qui est déformée par la matière et l'énergie. C'est un aspect de la lumière que Newton n'avait pas prévu et que seule la relativité générale peut expliquer. Les deux phénomènes partagent cependant une propriété commune, l'effet Doppler. L'effet Doppler est le changement de fréquence d'une onde perçue par un observateur en mouvement par rapport à la source de l'onde. Pour le son, c'est le phénomène familier du changement de hauteur d'une sirène d'ambulance qui passe devant vous. Quand l'ambulance s'approche, les ondes sonores sont comprimées, la fréquence augmente, le son est plus aigu. Quand l'ambulance s'éloigne, les ondes sont étirées, la fréquence diminue, le son est plus grave. Pour la lumière, l'effet Doppler se manifeste par un décalage de fréquence, donc de couleur. Quand une source de lumière s'approche, sa lumière est décalée vers le bleu. C'est le décalage vers le bleu, ou blue shift. Quand elle s'éloigne, sa lumière est décalée vers le rouge. C'est le décalage vers le rouge, ou redshift. C'est le redshift cosmologique qui nous a permis de découvrir que l'univers est en expansion. Edwin Hubble, dans les années 1920, a observé que la lumière des galaxies lointaines était systématiquement décalée vers le rouge, et que plus une galaxie était lointaine, plus le décalage était important. Cela signifiait que toutes les galaxies s'éloignent de nous, et que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. L'univers est en expansion.
Cette découverte révolutionnaire, l'une des plus importantes de toute la science, n'aurait pas été possible sans la capacité des photons à traverser le vide cosmique et à nous apporter des informations sur les galaxies les plus lointaines. Posons-nous maintenant une question fascinante qui revient souvent. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement forcer le son à voyager dans l'espace? Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver un truc, un hack, une astuce technologique pour faire traverser le vide par le son? Faisons une petite expérience de pensée. Imaginons que vous êtes dans l'espace, flottant dans le vide, sans combinaison spatiale. C'est évidemment une situation fatale, mais imaginons-la juste un instant pour la science. Vous décidez de crier. Que se passe-t-il? L'air dans vos poumons se précipite vers l'extérieur, car il est sous pression et l'espace est un vide. Ce flux d'air sortant pourrait théoriquement porter votre cri sur une courte distance, les molécules d'air éjectées de vos poumons vibrant encore avec les fréquences de votre voix. Mais ces molécules se dispersent presque instantanément dans l'immensité du vide. En quelques centimètres, elles sont si éloignées les unes des autres que les collisions deviennent impossibles. Votre cri meurt en quelques centimètres, peut-être moins. Il ne voyage pas. Il se dissipe, se disperse, s'efface dans le néant. L'énergie acoustique de votre voix se convertit en énergie cinétique de molécules individuelles s'éloignant dans toutes les directions. Et cette énergie est irrémédiablement perdue dans l'immensité de l'espace. Pourrait-on créer un tube d'air reliant deux points dans l'espace, un long tuyau rempli d'air, et utiliser ce tuyau pour transmettre du son? Théoriquement, oui. Si vous pouviez maintenir un tube hermétique rempli d'air entre, disons, la Terre et la Lune, le son pourrait voyager à travers ce tube. Mais les défis pratiques sont absurdes. La distance Terre-Lune est d'environ 384 000 km. Un tube de cette longueur rempli d'air représenterait une quantité colossale de gaz. Le tube devrait résister à la pression du vide spatial qui essaierait de l'écraser. La maintenance d'un tel système serait un cauchemar d'ingénierie. Et même si vous réussissiez à le construire, le son mettrait environ 13 jours pour parcourir cette distance à la vitesse de 343 mètres par seconde. 13 jours pour une distance que la lumière parcourt en 1 seconde et quart. C'est à la fois théoriquement possible et pratiquement absurde, ce qui illustre parfaitement à quel point le son est fondamentalement inadapté à la communication dans l'espace. Et c'est le bon moment pour mentionner l'éléphant dans la pièce, ou plutôt l'explosion dans le vide, les films de science-fiction. Dans Star Wars, dans Star Trek, dans Gravity, dans presque tous les films de science-fiction jamais réalisés, on entend des explosions dans l'espace. Les vaisseaux explosent avec des booms retentissants, les lasers vrombissent, les moteurs rugissent. Tout cela est physiquement impossible. Complètement, totalement, irrémédiablement impossible. Dans la réalité, l'espace est silencieux. Les batailles spatiales seraient d'un silence absolu, eerie et troublant. Vous verriez un vaisseau exploser en une boule de lumière et de débris, mais vous n'entendriez rien. Pas un son, pas un craquement, pas un grondement, juste le silence. Le film Alien avait le slogan parfait. Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. C'est non seulement un bon slogan marketing, c'est un fait scientifique rigoureux. Maintenant, explorons cette question à un niveau encore plus profond, au niveau de la mécanique quantique, car à l'échelle quantique, la différence entre le son et la lumière se révèle avec une clarté encore plus tranchante.
dans le cadre de la mécanique quantique, le son peut être quantifié en unités appelées phonons. Un phonon est un quantum d'énergie vibratoire dans un réseau cristallin ou un matériau, tout comme un photon est un quantum d'énergie électromagnétique. Le concept de phonon a été développé pour décrire mathématiquement les vibrations collectives des atomes dans un solide ou un liquide. Les phonons sont des quasi-particules, ce qui signifie qu'ils se comportent comme des particules. À bien des égards, ils transportent de l'énergie, ils ont un moment. Ils obéissent à des statistiques quantiques, mais ils n'existent pas de manière indépendante. Ils n'existent que dans le contexte d'un milieu matériel. Un phonon est une description mathématique d'un mode de vibration collectif dans un matériau. Retirez le matériau et le phonon cesse d'exister. Il n'y a tout simplement pas de sens à parler d'un phonon. Dans le vide, c'est comme parler d'une vague sans océan, d'un sourire sans visage. Le concept lui-même perd toute signification en l'absence de son substrat matériel. Le photon, en revanche, est une particule fondamentale au sens plein du terme. Il n'est pas une quasi-particule. Il n'est pas une description approximative d'un phénomène collectif. Il est une excitation élémentaire du champ électromagnétique quantique, un champ qui existe indépendamment de toute matière, qui perméa tout l'espace, qui est l'un des ingrédients fondamentaux de la réalité. Un photon peut exister dans le vide le plus parfait, loin de tout atome, de toute molécule, de toute matière, parce que le champ dont il est une excitation existe partout. Le photon est chez lui dans le vide. Le phonon est un étranger dans le vide, un concept sans substrat, une idée sans réalité. C'est peut-être l'explication la plus profonde et la plus élégante de la différence entre le son et la lumière. Les phonons nécessitent un réseau matériel pour exister. Les photons nécessitent seulement le champ électromagnétique qui existe partout. Pas de réseau, pas de phonons, pas de son. Le champ est partout, donc les photons sont partout, donc la lumière est partout. Élargissons maintenant notre perspective et considérons d'autres types d'ondes qui existent dans l'espace. Car le son et la lumière ne sont pas les seules ondes de l'univers. Il en existe d'autres, certaines qui voyagent à travers le vide et d'autres qui ne le peuvent pas. Et leur comportement confirme et enrichit notre compréhension. Les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein en 1916 et détectées expérimentalement pour la première fois par l'observatoire LIGO en 2015, sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. Elles sont produites par l'accélération de masse, en particulier par des événements cosmiques extrêmes comme la fusion de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons. Les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière à travers le vide de l'espace. Elles n'ont pas besoin de milieu matériel parce que leur milieu est l'espace-temps lui-même. L'espace-temps est partout par définition. Donc les ondes gravitationnelles peuvent se propager partout. C'est une autre illustration du même principe. Les ondes qui sont des perturbations de quelque chose d'universel, que ce soit le champ électromagnétique pour la lumière ou l'espace-temps pour les ondes gravitationnelles, peuvent voyager à travers le vide. Les ondes qui sont des perturbations de quelque chose de localisé comme la matière pour le son ne le peuvent pas. Il existe aussi des ondes de plasma, des perturbations qui se propagent dans le plasma, la matière ionisée composée d'ions et d'électrons libres qui constituent l'essentiel de la matière visible de l'univers. Les étoiles sont faites de plasma. Le milieu interstellaire contient
du plasma, le vent solaire est du plasma. Dans ces régions de plasma, des ondes qui ressemblent au son peuvent se propager. On les appelle des ondes magnéto-hydrodynamiques et elles combinent les propriétés des ondes de pression comme le son et des ondes électromagnétiques. Ces ondes existent dans le vent solaire, dans la couronne du Soleil, dans les nébuleuses, dans le milieu interstellaire. Mais elles ne peuvent exister que là où il y a du plasma. Elles ne peuvent pas traverser les régions de vide véritables, entre les grandes structures cosmiques. Elles sont, comme le son, limitées à la présence de matière, même si cette matière est sous la forme exotique du plasma. Et bien sûr, les ondes radio provenant de l'espace sont simplement des photons de basse fréquence, des ondes électromagnétiques identiques en nature à la lumière, visible, mais avec des longueurs d'onde beaucoup plus grandes. Elles traversent le vide avec la même facilité que la lumière visible, parce qu'elles sont la même chose, fondamentalement. Des excitations du champ électromagnétique, auto-entretenues, sans masse, voyageant assez. Nous avons maintenant exploré la question sous de nombreux angles, mais je veux maintenant vous emmener dans le territoire des expériences de pensée et des scénarios hypothétiques, car c'est souvent en imaginant des mondes alternatifs que nous comprenons le mieux notre monde réel. Et les scénarios que nous allons explorer maintenant sont à la fois fascinants et profondément révélateurs. Commençons par cette question. Que se passerait-il si le son pouvait voyager à travers l'espace? Imaginons un univers alternatif où le vide de l'espace est remplacé par de l'air à la pression atmosphérique terrestre standard. Un univers où l'espace est rempli d'air, d'un bout à l'autre, du Soleil aux étoiles les plus lointaines. Que se passerait-il? La première conséquence, et la plus immédiate, serait le bruit. Le Soleil, cette fournaise nucléaire géante, serait assourdissant. Comme nous l'avons mentionné au début, si le son pouvait voyager du Soleil à la Terre, il arriverait avec une intensité d'environ 125 décibels. Pour rappel, le seuil de douleur auditive se situe autour de 120 décibels. 125 décibels, c'est l'équivalent de se tenir à côté d'un moteur de jet en plein régime, et ce bruit ne s'arrêterait jamais. Il serait constant, incessant, permanent, jour et nuit, sans pause, sans répit, sans le moindre instant de silence. Le simple fait de vivre sur Terre serait un supplice acoustique permanent. Dormir serait impossible sans protection auditive massive. Les conversations seraient noyées dans le rugissement solaire. La musique, telle que nous la connaissons, n'existerait probablement pas, puisqu'elle serait inaudible sous le vacarme. L'évolution de la vie sur Terre aurait pris un chemin radicalement différent. Les espèces qui dépendent de l'audition auraient dû développer des protections acoustiques extraordinaires ou abandonner complètement le sens de l'ouïe. La communication par le son, qui est fondamentale pour tant d'espèces terrestres, y compris la nôtre, aurait peut-être été impossible, nous forçant à développer d'autres moyens de communication, peut-être visuels ou tactiles.